Bonsoir, bienvenue à vous en direct, votre émission pour aller plus loin ce soir. Et le divorce a été officialisé, mais le plus dur reste à faire, la mise en œuvre concrète du Brexit. Alors quel sera en particulier le rôle et la position de la France dans ces négociations et plus largement débat autour de la place de notre pays en Europe et dans le monde. Quelle est notre influence réelle? On en parlera avec de nombreux invités en notre compagnie. Et maintenant, quelles conséquences après le soutien de Manuel Valls à Emmanuel Macron? L'ancien Premier ministre votera pour le candidat d'En Marche, quitte à contribuer à l'explosion du Parti socialiste. Coup dur pour Benoît Hamon qui appelle à l'union. Non, répond Jean-Luc Mélenchon qui poursuit son ascension. Alors jusqu'où ira cette recomposition? Sur ce sujet, le match des idées opposera l'historien et démographe Hervé Lebras à Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. Enfin, l'entretien, mon invité est journaliste au service investigation de Marianne. Mathias Destal a coécrit l'ouvrage « Marine est au courant de tout », une enquête sur la présidente du Front National. Le grand entretien tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci de nous suivre, vos réactions et puis vos questions avec le hashtag OVPL. Et avant notre premier débat, voici le tour d'horizon de l'actualité du jour. Il est signé Samia Dechir. Ils ont finalement trouvé un compromis. Après 4 séances de négociation, les partenaires sociaux ont trouvé un accord sur l'assurance chômage. Il doit permettre des économies de 1,2 milliard d'euros, alors que le régime perd 4 millions d'euros par an. Le principal point d'achoppement portait sur les contrats courts. Le patronat a obtenu la fin de leur surtaxation. À 3 semaines ou 4 semaines d'une élection majeure, en disant on ne sait pas signer un accord, c'est, je dirais, ouvrir une boîte de Pandore, qu'on ne voulait pas ouvrir, ni côté patronal, ni côté syndical. Donc en fait, on a réussi à trouver cet accord, et j'insiste, sans augmenter les contrats courts, les cotisations sur les contrats courts. Seuls les contrats courts d'usage continueront d'être surtaxés pendant 18 mois, un point qui divise le MEDEF, dont plusieurs membres ont démissionné. À gauche... François Patriat quitte officiellement le Parti socialiste. Le sénateur de Côte d'Or a annoncé aujourd'hui vouloir se consacrer entièrement au mouvement En Marche. C'est l'un des premiers socialistes à avoir rallié la candidature d'Emmanuel Macron. Menacé d'exclusion par Solferino, François Patriat s'était mis en marge du PS depuis début mars. Débat. Le CSA s'inquiète de la date choisie pour le dernier débat avant le premier tour de la présidentielle. France Télévisions a prévu d'inviter en plateau les 11 candidats le 20 avril, soit 3 jours avant le vote. Une date trop proche de l'élection, juge le CSA. Sa préoccupation est partagée par les proches de François Fillon, ainsi qu'Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la France insoumise a annoncé qu'il ne participerait pas au débat. Le CSA propose d'ouvrir un dialogue entre les chaînes et les candidats. Impôts. Les sénateurs veulent encadrer la fiscalité de l'économie collaborative. Pour certains, les plateformes comme Airbnb ou Le Bon Coin permettent de gagner un complément de salaire. Mais pour d'autres, il s'agit d'une activité à part entière. La Commission des finances a donc rédigé une proposition de loi. Elle vise à fixer un plafond au-delà duquel les revenus issus de ces plateformes seraient imposés. On a considéré qu'en dessous de 3 000 euros, on était dans ce qu'on appelle plutôt le partage, le remboursement de frais. Au-delà de 3 000 euros, ça devient une part importante du revenu, c'est à peu près la moitié du RSA. Et donc il nous paraît normal que dans ce cas-là, il y ait des impôts normalement comme toute activité. Grève. La grève générale illimitée se poursuit en Guyane. Mais au 3e jour de la mobilisation, une partie de l'activité économique a pu reprendre aujourd'hui. Au lendemain de la plus grande manifestation qu'ait connue la Guyane, les grévistes se disent déterminés à aller jusqu'au bout. Ils continuent de se relayer nuit et jour sur les barrages routiers. Les ministres Erika Baretsch et Mathias Fekl sont attendus sur place ce soir pour mener les négociations. Et comme tous les mercredis, place à présent au dossier 2017, à moins d'1 mois du premier tour de la présidentielle. On va plus loin sur les grands sujets dans la campagne et dans l'actualité avec ce soir
au cœur de notre débat, la place de la France en Europe et puis dans le monde, au moment où le Brexit a été officiellement déclenché et à l'heure des grands bouleversements géopolitiques. Quelle est notre influence réelle? On va en parler avec nos invités ce soir. Isabelle Gégouzeau, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous représentez la France à la Commission européenne. Nous accompagne Jean Bizet, bonsoir. Bonsoir. Sénateur Les Républicains de la Manche, président de la Commission des Affaires européennes au Sénat. Sylvain Kahn, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de géopolitique de l'Europe à Sciences Po et notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombault est là. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors madame, messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, je vous propose bien de nous arrêter sur ce moment aujourd'hui, le déclenchement officiel du Brexit avec l'arrivée de la lettre de notification de Theresa May. C'est un long processus désormais qui s'enclenche. On voit tout cela avec Cécile Sixou. Ça y est, c'est officiel, le Brexit est enclenché. Theresa May a signé hier la lettre de demande de sortie de son pays de l'Europe. Ce matin, devant le Parlement, elle a officialisé sa demande de divorce et appelé les députés et le peuple britannique à se rassembler. C'est un moment historique. Il n'y aura pas de retour en arrière. La Grande-Bretagne quitte l'Union européenne. Nous allons prendre nos propres décisions et faire nos propres lois. L'ambassadeur du Royaume-Uni auprès de l'Union européenne a joué les facteurs de luxe. Il a remis en main propre au président du Conseil européen le courrier actant la séparation. Ce document ouvre une période de 2 ans de négociations pour mener à son terme la procédure. Les autorités européennes prennent acte de cette décision avec tristesse. Il n'y a aucune raison de faire comme si c'était une journée heureuse, ni à Bruxelles, ni à Londres. Que puis-je ajouter à ça? Vous nous manquez déjà. Merci et au revoir. Avant de formuler des adieux officiels, la Grande-Bretagne va devoir négocier sur 2 fronts. Avec l'Europe tout d'abord pour conserver un partenariat privilégié. Mais Angela Merkel a déjà prévenu, aucune discussion bilatérale ne pourra s'ouvrir tant que la sortie ne sera pas clarifiée. Sur la scène intérieure, ensuite, l'Écosse réclame un référendum d'indépendance qui, s'il est approuvé, serait synonyme de dislocation du Royaume-Uni. Et l'activation du Brexit ouvre donc une nouvelle période. C'est le temps des négociations, mais aussi une période d'incertitude. Isabelle Gégouzeau, vous qui représentez la Commission européenne en France, est-ce que ces négociations, elles vont être associées à une période de tension, d'incompréhension, de bras de fer aussi? Non, en fait, donc aujourd'hui les négociations vont commencer. On les aborde avec un esprit qui est à la fois un esprit de sérieux et puis un esprit de fermeté, mais aussi un esprit constructif. Nous avons donc 2 ans pour trouver un accord sur plusieurs choses. D'abord, il faut gérer la sortie, organiser une sortie structurée. Et donc, il y a un certain nombre de sujets qu'il faut régler. Le premier, c'est la situation des ressortissants britanniques en Europe et des ressortissants européens au Royaume-Uni. Et là, on est face à une grande inquiétude. Moi, j'étais moi-même à Carcassonne il y a un peu de temps et j'ai rencontré des Britanniques qui sont là depuis 30 ans, qui se demandent ce qui va leur arriver. Donc là, il y a un travail important, oui. Il y a une urgence pour trouver des solutions pour ces personnes parce que ce sont des situations humaines importantes, mais derrière, il y a aussi tout un travail technique qui est compliqué parce que il faut travailler sur une base de réciprocité et puis il faut appliquer un certain nombre de principes, par exemple, oui, effectivement, la réciprocité et le traitement. On va parler des différents problèmes que vous évoquez et de cette urgence-là, mais d'abord, Jean-Louis Gombault, parce que je parlais de cette période de tension, d'incompréhension, est-ce que les 27 sont tous d'accord entre eux sur la manière de mener ces négociations? Alors, c'est un premier point d'interrogation. D'abord, sur la manière de mener les négociations. Déjà, on voit un différent entre ce que dit la lettre de Mme May et ce qu'on vient d'entendre chez Mme Merkel. Parce que Mme May dit bien qu'elle voudrait, ce qu'elle souhaite, c'est qu'on négocie en même temps sa sortie avec la perspective du futur. C'est-à-dire que les 2 aspects que vous avez soulignés soient mélangés dans la première phase de négociation. Alors, Mme Merkel, qui 3 heures plus tard lui a répondu, on vient de l'entendre, non, il y a 2 aspects. D'abord, c'est ce que vous avez dit à l'instant, on négocie d'abord la sortie et après on négocie les relations. Donc, et à partir de là, le problème se complique parce que la sortie a plusieurs aspects. Le premier, c'est le problème du chèque.
C'est-à-dire, combien c'était un divorce, hein, donc on répartit, c'était un divorce de 2 personnes qui se sont mariées pour la communauté réduite aux acquets. En gros, c'est ça. Donc il faut d'abord faire le chèque, combien vous nous devez. Et donc là, il y a un débat sur le chiffre, donc il faut quand même le souligner. Le problème des ressortissants, effectivement, comme vous l'avez dit, et troisièmement, le problème de la frontière irlandaise. C'est quand même un problème, parce qu'aujourd'hui, l'Irlande du Nord comme l'Irlande indépendante font partie de l'Union européenne, mais demain, ça ne sera plus le cas. Donc, comment on fait la frontière? Donc ça, c'est évidemment un problème important. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? On ne le sait pas. On le saura peut-être fin avril, à la réunion, le prochain sommet européen qui a été convoqué, je crois, aujourd'hui, pour le 29 avril ou 25 le 29 avril, exactement. Et ce n'est pas sûr qu'au cours des 2 années, parce qu'on parle des problèmes d'incertitude, mais il y a plein d'autres incertitudes qui viennent, les migrations, les problèmes économiques, etc. Il n'est pas sûr que tout le monde soit du début à la fin d'accord sur les conditions de la rupture. Mais en attendant, Jean Bizet, est-ce qu'on peut dire malgré tout que c'est un soulagement? Voilà, le Brexit est activé, c'est officiel. Maintenant, tous les protagonistes savent du moins à quoi s'attendre sur ce sujet-là. C'est enclenché. Je crois que ce n'est pas l'heure d'avoir, si je puis dire, des états d'âme. Ça fait 44 ans que nos amis britanniques ont à la fois un pied dedans et un pied dehors. Ils ont négocié un certain nombre d'opt-out. Et là, maintenant, c'est l'heure de la clarification. Mais je suis tout à fait d'accord. Il ne faut surtout pas mélanger la sortie et la renégociation d'un nouveau partenariat. Et pour moi, je crois que les choses vont être extrêmement compliquées parce que vous avez un détricotage de 1700 accords commerciaux entre l'Union européenne à 28 et des pays tiers. Et les pays tiers sont légitimement amenés à demander je dirais, à corriger en quelque sorte ces 1700 traités commerciaux qui ont été traités sur la base de 510 millions de consommateurs. Là, il y en aura 60 millions en moins. Donc, je pense qu'au fur et à mesure, les Britanniques, et notamment la population la plus fragile en Grande-Bretagne, va découvrir qu'on leur a menti. Et moi, je pense que, tout en considérant qu'il n'y aura pas de marche arrière possible, c'est parti, mais la situation en Grande-Bretagne, la situation intérieure va devenir de plus en plus compliquée parce qu'au fur et à mesure, le prix de la sortie du club va être très élevé. On parle entre 40 et 60 milliards. Si ça se vérifie, si ce sera un argument important pour d'autres pays, mais si ça se vérifie, ceux qui seraient tentés de sortir. C'est à négocier. Voilà, exactement. Mais si vous voulez, pas d'état d'âme, pas d'acrimonie, un grand pragmatisme. Un grand pragmatisme, Sylvain Kahn, avec un rôle évidemment important de la France. Il y a les 27, mais il y a l'Allemagne et la France. Est-ce que là, notre pays a vraiment un rôle important à jouer, même, j'allais dire, une carte à jouer pour enfin retrouver aussi sa place au sein de l'Europe? Vous savez, ça va beaucoup dépendre du prochain président de la République, parce que la France, elle peut toujours jouer un grand rôle en Europe. Après, il faut que le président le sente. D'autant plus que, si vous voulez, moi, ce que je trouve très très dommage avec cette histoire de Brexit, c'est qu'on a vraiment autre chose à faire, quoi. C'est-à-dire, ça tombe très très mal. Mais les Britanniques en ont décidé ainsi. Oui, mais les Britanniques décident ce qu'ils veulent, bien sûr, mais ça tombe très très mal. Je veux dire, on a quand même une guerre en Ukraine, on a une Russie qui est menaçante, on a un partenaire américain dont on ne sait plus si c'est encore un partenaire américain. Il y a la question migratoire. Enfin, il y a tout un tas de sujets. J'ai envie de dire que les Britanniques soient là ou pas, en un sens, peu importe. Mais on va passer 2 ans, probablement 4 ans, peut-être 5 ans, peut-être 10 ans, à négocier, à mettre énormément d'énergie, d'argent, de temps. Vous voyez, là, ce soir, on en parle, alors qu'il y a des problèmes beaucoup plus important à régler dans le cadre de l'Union européenne. On va venir à ces problèmes-là, mais quand même celui-ci, c'est un jour historique aussi. Isabelle Jégouzot, c'est vraiment, il acte il acte ce Brexit. Tout à l'heure, Jean Bizet a dit, on va voir les conséquences qui, selon vous, vont être mauvaises pour les Britanniques. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que beaucoup ont annoncé des conséquences apocalyptiques, justement, pour les Britanniques et la Grande-Bretagne. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, on va voir effectivement, et d'abord le Brexit n'a pas eu lieu. Je crois que le Brexit aura lieu dans 2 ans. Maintenant, on sait qu'il aura lieu dans 2 ans. À partir le 29 mars 2019, le Royaume-Uni sera sorti. Mais je dirais qu'il y a quelque chose, je voudrais réagir sur ce que vous venez de dire parce que ça me paraît très important.
Il ne faut pas que pendant qu'on négocie le Brexit, il va falloir le négocier de manière très sérieuse et très précise, et c'est effectivement compliqué, que tout le reste s'arrête. Et que l'Union européenne se mette en stand-by et ne concentre son énergie que sur le Brexit. C'est la raison pour laquelle la Commission et l'Union européenne, en fait, ont désigné Michel Barnier comme négociateur du Brexit. C'est lui qui va négocier au titre de l'Union. Et la Commission fait attention à mettre une sorte de barrière de sécurité autour de Michel Barnier. C'est-à-dire, c'est quoi une barrière de sécurité? Pour que le Brexit soit traité comme le Brexit, mais que pendant ce temps-là, tout le reste continue. Et que l'Union européenne continue sur un certain nombre de sujets essentiels, comme ceux que vous avez mentionnés, et puis aussi réfléchisse à son avenir. On va être 27, il y a eu effectivement toute une série de crises dans l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Ah bah oui, c'est le moment de se poser la question. Et c'est effectivement le moment de se poser la question. Mais souvenez-vous, pardonnez-moi, au lendemain du vote en faveur du Brexit, justement, Jean-Luc Gombon, on a entendu plusieurs voix dire ça y est, c'est le moment, le sursaut en Europe, le couple, si on peut l'appeler ainsi, franco-allemand, etc. Où est-ce qu'il en est ce sursaut? Parce qu'on se pose la question, justement, ce qu'on va faire à 27, mais ce sursaut au lendemain du Brexit, il est venu? Là, on est un peu sonné, pour tout dire. Encore? Donc, quand même. C'est une tâche. Déjà qu'on n'arrive pas à résoudre les tâches anciennes, donc résoudre cette tâche nouvelle, ça va être extraordinairement compliqué. Une petite précision quand même. Monsieur Barnier ne négocie pas tout seul. Monsieur Barnier a un mandat de négociation et c'est le Conseil européen auquel il va rendre compte de l'avancée des négociations. Et on en revient à la première question de Sonia, mais est-ce qu'ils sont tous d'accord au sein du Conseil? C'est là où les problèmes vont commencer. Parce que comme il y a des problèmes d'incertitude dans tous les pays européens et le problème de la popularité de l'Europe dans tous les pays européens, beaucoup peuvent se dire, tiens, ça peut être intéressant pour moi, cette façon de voir les choses, et je vais plutôt être du côté des Britanniques, etc. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on est un peu sonné parce qu'on ne sait pas très bien où cette affaire va aller. Comme le disait M. Kahn tout à l'heure, ça s'ajoute sur la pile. Ça s'ajoute sur la pile. Alors, mais d'un autre côté, ils ont voté. Donc, il faut bien en tenir compte. Donc, il n'y a aucun problème. Oui, donc, on rentre dans un climat d'incertitude. Alors qu'on voit bien qu'il y a d'autres problèmes qui arrivent derrière, il va falloir résoudre ça et en même temps le reste. Non, s'il n'y a pas de le réveil, on va peut-être le voir, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Je vais vous poser dans un instant la même question sur le réveil. Jean Bizet, d'abord, je voudrais qu'on écoute la députée européenne. Il s'agit de Sylvie Goulard qui regrette, elle, le départ du Royaume-Uni, alors que vous parlez d'une manière plus pragmatique et peut-être directe. Elle regrette donc ce départ de l'Union européenne, mais pour elle, c'est le peuple britannique qui sera, selon elle, le plus pénalisé. On l'écoute. L'Union européenne va rester ce qu'elle est, avec ses institutions, avec ses règles de droit, et il appartiendra aux Britanniques de définir ce qu'ils veulent. Ce qui est assez frappant, c'est que si vous comparez la position de David Cameron quand il a été réélu en 2015 dans le manifesto du Parti conservateur et ce à quoi ils sont arrivés, ils ont déjà abandonné leur principale position, puisque l'idée au départ pour eux, c'était de rester dans le marché unique et dans l'union douanière. Mais c'est par la force des choses. Si vous n'acceptez pas la juridiction de la Cour de justice, si vous n'acceptez pas les règles de droit commun, vous mettez vous-même en dehors. Mais pour le reste, pour nous, elle continuera à s'appliquer. Alors ce sera une perte parce que c'est un grand pays, mais je dirais que l'effet le plus désastreux sera malheureusement probablement pour le peuple britannique. Jean Bizet, ce qui est frappant, c'est qu'on dirait qu'on parle de perdants avant même que la partie n'ait commencé de négociation. Parce que Theresa May, peut-être aussi, va se révéler être une négociatrice très dure, hors pair, qui va nous poser aussi des problèmes. Oh, assurément, je crois qu'on peut faire confiance à Theresa May, d'abord parce que c'est une Anglaise, excusez-moi, et qu'elle a quand même un peu de tempérament, et on peut lui faire confiance. Elle va être assez ferme dans les négociations. Mais dans cette affaire, il nous manque les deux principaux acteurs. Nous n'avons pas encore, je dirais, le leader qui va conduire les destinées de notre pays. Et en Allemagne également. Donc le couple franco-allemand n'est pas aujourd'hui opérationnel. Il ne sera qu'en fin d'année. Bon, ceci dit, il y a quelques éléments malgré tout assez positifs. C'est que la chancelière a bien pris conscience qu'elle va être amenée à assurer un certain leadership. Alors que Dieu sait si c'est difficile pour l'Allemagne de l'assumer compte tenu du poids de l'histoire. Mais en attendant de voir qui va émerger, si je puis dire, dans quelques mois en France, l'Allemagne a bien pris conscience qu'il fallait qu'elle assure le leadership. Donc, à partir de ce moment-là,
Moi, je suis plutôt confiant si les 27 restent unis, si les grandes lignes qu'avec Jean-Pierre Raffarin dans le rapport que nous avons, réalisé il y a quelques semaines, eh bien, on dit très clairement qu'il fera toujours meilleur dedans plutôt que dehors, et que de toute façon, sur les 4 liberté de circulation, des personnes, des biens, des services et des capitaux, il n'y aura aucune transaction, si vous voulez. On accepte le paquet ou pas. Et de toute façon, les Anglais perdront le passeport européen. Ça, selon vous, ce sont les conditions qui doivent être mises carte sur table dès le départ. Et quand nous rencontrons les Britanniques, que ce soit les gens de la City ou les gens qui travaillent dans l'énergie au travers d'Hinkley Point, ils ont un discours extrêmement hypocrite. Ils disent très clairement, nous voulons désormais maîtriser notre immigration, mais je vous supplie, nous vous supplions, laissez-nous quand même les talents dont nous avons besoin. En matière de finance, et la place de Paris, les jeunes étudiants qui sortent de l'école de mathématiques de la place de Paris les intéressent. Et en ce qui concerne l'énergie, notre savoir-faire en matière de sûreté nucléaire les intéresse également. Donc, si vous voulez, je crois, encore une fois, du pragmatisme, une grande fermeté. Du pragmatisme, et vous avez dit quand même le leadership allemand. Sylvain Kahn, vous qui nous parlez, on va parler de la France, de la place de la France dans le monde, mais d'abord toujours en Europe. C'est l'un des enjeux de cette campagne, quand même, la place de la France dans l'Europe. Est-ce qu'il y a là l'occasion d'un véritable projet pour que la France prenne enfin toute sa place aux côtés, c'est vrai, du voisin allemand, même si chez nous, il y a une campagne présidentielle qui va forcément rebattre toutes les cartes. Mais est-ce que vous y croyez vraiment à ce moment, à ce chemin de crête? En tout cas, ce qui est assez marrant pour rebondir sur ce que disait Sylvie Goulard, c'est que quelqu'un comme François Bayrou, qui est le chef du parti auquel elle appartient, lui, y croit vraiment. Donc il y a pas mal de gens dans la politique française aujourd'hui qui disent ça. Si on met ça en perspective géopolitique et historique, j'ai envie de dire, oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, mais encore une fois, il faudrait pour ça qu'il y ait un leader ou une majorité présidentielle et parlementaire en juin qui, d'une certaine manière, n'ait plus peur de son nombre, si vous voulez. Le gros problème de la France depuis 5 ans, me semble-t-il, c'est que François Hollande était tellement traumatisé par le référendum interne au Parti socialiste en 2004, puis par la victoire du non en 2005, qu'il n'a jamais osé fendre l'armure sur l'Europe. Alors, est-ce que ça, c'est possible ? On le verra. En tous les cas, par rapport à vos questions, est-ce que la France, on va dire, en tant que société, en tant qu'économie, est en capacité de le faire? Oui, elle est bien entendu en capacité de le faire. Il y a même une certaine attente. Mais pour ça, il faut effectivement oser dire, voilà, maintenant, il faut vraiment faire une Europe à géométrie variable ou une Europe différenciée, considérer que sur certains sujets, il faut vraiment enclencher des coopérations renforcées. Et puis tant pis s'il y en a qui râlent en disant non, 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 il faut tout faire à 19 ou tout faire à 27. Parce que il y a un certain nombre de défis sur lesquels il n'est concrètement possible, comme ça a déjà été le cas des fois dans le passé, que d'avancer à 9. Et puis une fois qu'on aura avancé à 9, peut-être qu'il y en aura 3 de plus, puis 5 de plus. Mais pour ça, il faut effectivement des gens qui soient vraiment prêts à le faire. Et il faut trouver un terrain d'entente, effectivement, avec les Allemands, pour choisir les 2 ou 3 sujets sur lesquels on va réussir à avancer d'abord à 4, puis à 5, puis à 9. Et là, à ce moment-là, la France pourra retrouver un rôle un peu... Je rebondis sur ce point, parce que pendant plusieurs années, les Allemands ont bloqué sur cette notion de coopération renforcée et sur cette Europe, je dirais, à plusieurs vitesses. Là, aujourd'hui, Angela Merkel l'a clairement annoncé. Mais on voit très bien, et quand on a réuni avec le président Larcher les 27 ambassadeurs la semaine dernière ici au Sénat, que les pays d'Europe centrale, surtout la Pologne, surtout la Hongrie, sont extrêmement réticents. On leur a bien expliqué que ce concept de on les comprend, vous allez les exclure. Non, parce que ce n'est pas un club, si vous voulez. Mais quel mot vous utilisez, pardonnez-moi ? Une Europe à plusieurs vitesses, c'est comme l'a dit tout à l'heure M. Kahn, c'est au tenté 9 pays qui se mettent d'accord, et puis c'est ouvert. C'est surtout pas un club fermé. Alors, ils n'en veulent pas, mais il n'y a pas d'autre solution. Si nous n'avions pas fait ça il y a quelques années, nous n'aurions jamais eu un brevet communautaire. On l'a fait à 25, au lieu de 27, si vous voulez, à l'époque. Donc, il faut enclencher cela. Et il y a 2 ou 3 sujets sur lesquels on sent bien
les Allemands vouloir avancer, il y a le sujet de la digitalisation de l'économie et de l'énergie. Je voudrais quand même parler des sujets, pas des concepts, des réalités qui fâchent. Également Isabelle Gégouzeau, parce que là, on définit une Europe à plusieurs vitesses quand ça nous arrange. Il y a aussi les thèmes de souveraineté nationale et de protectionnisme. Le protectionnisme, c'est plus du tout un mot tabou, notamment ici en France. Qu'en pense justement la représentante de la Commission européenne en France quand vous parlez là du sursaut, d'une nouvelle Europe, un nouveau projet européen? Est-ce qu'il faut y inclure un équilibre entre la place de la France dans l'Europe, mais aussi notre souveraineté nationale auquel nous sommes attachés également? Mais je dirais qu'un des points, vous avez l'air d'opposer les deux. Comme si... Pas moi, mais parfois certains Français pensent que quand même c'est ce qui l'Europe ressort passe au-dessus de la souveraineté nationale. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, dans un monde tel qu'il est, avec des blocs importants en Asie, la Chine, les États-Unis, dont on sait effectivement plus très bien s'ils sont des alliés ou pas, la Russie, qui est aussi un peu menaçante, est-ce que la population européenne... Un chiffre qui est très marquant. En 1900, la population européenne, c'était 25% de la population mondiale. Aujourd'hui, nous sommes à peine 6%. Donc, on est... Et si on est tout seul... Et sur la souveraineté. Non, mais est-ce que le moyen, précisément, dans ce monde complexe où nous représentons une population faible et un PIB qui est en train de diminuer, est-ce que le moyen d'exercer sa souveraineté, ce n'est pas précisément de l'exercer ensemble? Est-ce que la France n'est pas plus forte si elle travaille avec l'Europe et avec les Européens? Vous répondez à ma question par des questions. Mais oui, enfin, c'est des questions, c'est un peu... Mais je sais bien, j'ai bien compris, mais je préfère que la réponse soit donnée directement. Eh ben, c'est très clair. Enfin, moi, je ne peux pas parler pour la France, mais en tout cas, ce que dit la Commission européenne, et c'est qu'elle pense, c'est qu'à 27, nous pouvons peser sur le cours du monde. Nous pouvons défendre les valeurs qui sont les nôtres. Encore faudrait-il être d'accord sur les thèmes comme l'immigration. On l'a vu que les 27 n'ont pas été d'accord. Sur les frontières, on l'a vu qu'ils n'ont pas été d'accord. Donc vous émettez des si, en tous les cas, à ce poids que vous donnez. Sur les frontières, par exemple, on a énormément progressé. C'est un bon exemple. Les frontières, on avait fait la moitié du travail. C'est-à-dire qu'on avait supprimé les frontières intérieures et puis on avait dit, pour la frontière extérieure, chacun gère son petit bout de frontière. Sauf qu'à un moment donné, ça n'a pas marché. Et qu'il a fallu, en urgence, mais c'est souvent comme ça qu'on avance dans l'Union européenne, c'est dire la frontière extérieure, c'est notre frontière commune. La frontière française, elle est en Grèce. Et si on veut vraiment la défendre, c'est en Grèce qu'il faut travailler, avec les Grecs. Et c'est ce qu'on a fait. Est-ce que ce discours, il est entendu aujourd'hui, j'allais dire, dans notre pays, où on connaît le score, en faisant attention au sondage de Marine Le Pen, même d'une partie de ceux qui soutiennent François Fillon, votre candidat, est-ce que ce discours est entendu aujourd'hui? Non, il n'est malheureusement pas entendu. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, madame. Plus on veut être souverain, plus on doit être européen. Simplement, si vous voulez, que ce soit Schengen, Frontex, n'était pas dimensionné pour l'immensité de la vague, je dirais, de déferlement des migrants. Mais c'est vrai qu'il y a eu des progrès qui ont été faits. Frontex a été doté maintenant pratiquement de 350 millions d'euros. Monsieur Leggeri, un des rares Français à des postes clés, en est satisfait. Vous avez quand même un corps de garde-frontières et de garde-côtes qui est capable pratiquement d'aller là où un État est défaillant, assumer cette tâche de défendre les frontières extérieures. Ceci dit, si vous voulez, c'est un aspect assez multiple. Là où il est vrai... l'opinion publique est extrêmement critique, c'est qu'ils ont considéré que l'Europe devait les protéger. Les protéger au sens propre et figurer... Ils l'ont considéré parce qu'on le leur a dit. On le leur a dit. Les discours mais politiques, dont le vôtre. Pas tout à fait le mien. Pas tout à fait le mien, parce que je me suis mis... Je suis de droite. Mais je me suis mis un petit peu, je dirais, en porte-à-faux quelquefois avec mes amis politiques. Pour la bonne raison, c'est que on a souvent soutenu le concept de la préférence communautaire, qui est un pieux mensonge. Depuis 1957, il n'existe plus qu'en pointillé. Alors qu'il faut jouer la carte de la réciprocité, de la défense, si vous voulez, je dirais, des lois qui font le pendant aux lois américaines sur l'extraterritorialité, sur le Buy American Act. Mais tout ça, par naïveté, on n'a pas voulu mettre ça en œuvre. Et aujourd'hui, nous sommes rattrapés
par cette naïveté. Mais vous dites que, selon vous, on est plus fort à 27, ou en tous les cas à 7 ou 6 si vous faites l'Europe à plusieurs vitesses. Sylvain Kahn, justement, est-ce qu'on est plus fort dans un contexte menaçant? Vous l'avez dit tout à l'heure, ou en tous les cas déroutant, on va dire. Donald Trump à la tête des États-Unis, Vladimir Poutine en Russie, coincé entre ces deux puissances. Quel est, j'allais dire, le portrait robot qu'il faut faire du futur leader français pour qu'il puisse s'imposer et leur tenir tête sur cet échiquier mondial? Du futur leader français ou du futur leader européen? Alors, si en plus c'est le même, c'est encore mieux pour la France. Voilà, c'est ça. Parce que le fait de dire on est coincé entre la Russie de Poutine et les États-Unis de Trump, c'est très nouveau. C'est-à-dire, jusqu'à Trump, on n'était pas coincé entre la Russie et les États-Unis, on était alliés avec les États-Unis et éventuellement on avait des relations compliquées avec la Russie. Donc aujourd'hui, on se demande effectivement si cette alliance avec les États-Unis tient encore la route. En clair, pour dire les choses de façon très comme elles sont, la défense européenne, depuis 1950, depuis 1954, depuis 1957 et jusqu'à aujourd'hui, c'est l'OTAN. C'est un choix collectif des Européens. Les gens qui ont été contre ont toujours été minoritaires. Et même la France, qui à un moment donné est sortie du commandement intégré de l'OTAN sous De Gaulle à partir de 1966, est revenue dans le commandement intégré de l'OTAN avec les héritiers de De Gaulle, successivement Chirac, puis Sarkozy. Bon, aujourd'hui, si le principal acteur de l'OTAN décide de laisser tomber l'OTAN, ce qui est une possibilité, on ne sait pas encore. Ça arrivera peut-être, peut-être pas. En tout cas, Trump a fait des déclarations contradictoires sur le sujet. À ce moment-là, pour leur défense, les Européens devront bien faire autrement. Voilà. Donc à ce moment-là, vous savez, on peut dire, c'est une vieille histoire, on dit que souvent l'Europe se fait toujours dos aux crises. Bon, peut-être que si effectivement l'OTAN... Elle est aidée là, par la situation. Oui, elle est aidée, il y a des crises. Bon, ça c'est une première chose. La deuxième chose, puisque vous parliez effectivement de nos compatriotes qui peuvent avoir le sentiment, mais c'est le cas également dans d'autres pays, que leur souveraineté nationale est mise à mal par la construction européenne, ce sentiment, qui pour l'instant reste minoritaire, mais qui est une minorité de plus en plus importante, d'accord, dans les différents pays de l'UE, ce sentiment a été considérablement accentué depuis la crise de 2008. C'est-à-dire depuis la crise de 2008 et depuis la manière dont on a répondu à la crise de 2008. C'est-à-dire que quand on voit que des pays qui ont été en grande difficulté à cause de la crise des dettes souveraines, la Grèce, l'Irlande, l'Espagne, le Portugal, qu'on peut avoir l'impression, même si c'est plus compliqué, que certains de nos compatriotes peuvent avoir l'impression que certains pays de l'UE sont plus ou moins mis sous tutelle, comme dans un espèce de grand empire auquel on appartient, mais où on met sous tutelle des pays qui sont comme nous, mais qui sont un peu faibles, ça peut effectivement amener un certain nombre de gens à se poser des questions. Donc la question des inégalités, qui n'est pas suffisamment, à mon avis, adressée par l'Union européenne, alimente ce dont vous parlez, et les nationalismes. Et la question du renflouement des banques, sans qu'il y ait eu, d'une manière ou d'une autre, de relance de la prospérité sociale, ça fait aussi malheureusement. Vous avez beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, notamment celle de nationalisme. Warren. Je voudrais vous faire réagir Jean-Luc Gombault qui vous dit à tout ce que l'exposé que vous faites, malheureusement, l'UE n'est là que pour édicter, selon lui, des normes économiques, sociales, mais elle ne donne pas de destin politique, de cap. Et c'est vrai que depuis tout à l'heure, on a abordé différents sujets en ayant du mal à mettre en perspective le fameux cap. Mais le fameux cap, c'est parce que à l'intérieur, les peuples sont divisés. Et même et en France, le problème du cap. Regardez, Mme May, elle dit « Je m'en vais de l'Union européenne et je vous propose des accords de libre-échange ». Elle dit ça au peuple anglais. Il n'y en a pas un qui proteste. Vous imaginez M. Dupont-Aignan qui dit « Je veux sortir de l'Union européenne et je vous propose en échange des accords de libre-échange ». Ça serait la protestation générale. La France pose un problème spécifique, particulier. C'est-à-dire, il y a un rapport à l'international en France qu'on ne retrouve pas ailleurs. Sur les 11 candidats à la présidentielle, vous en avez 5 pour la sortie de la zone euro. C'est énorme. C'est énorme. Même si 2 d'entre eux sont des petits candidats. Mais vous prenez M. Dupont-Aignan, M. Mélenchon, qui est pour la sortie de l'Union européenne, et bien sûr Mme Le Pen. Donc c'est quand même un problème spécifique à la France. Alors que dans les autres pays, si on est pour la sortie, c'est surtout l'extrême droite. Mais vous ne le retrouvez pas chez Linke, par exemple, en Allemagne. Donc il y a un problème très spécifique à la France qui rend le problème du débat européen particulièrement, à mon sens, difficile. Donc ça, et alors je ne vous parle pas
quand on discute avec les autres. Donc effectivement, l'Union européenne est une construction juridique, essentiellement. Ce sont normalement les chefs d'État qui doivent imprimer le cap, et l'Union européenne, en tant qu'institution, la Commission européenne et autres, elle donne le cadrage juridique. Alors évidemment, c'est un peu pauvre, c'est pas très enthousiasmant, c'est vrai, c'est pas... Dans la mesure où les chefs d'État ne sont pas capables de donner ce cap, l'Union européenne, disait toujours Mme Thatcher, vous n'êtes que des fonctionnaires. Vous êtes en train de dire à Isabelle Gouzeau que le cadre n'est pas qu'elle fixe et que d'autres fixent avec elle n'est pas enthousiasmant. C'est un peu le cas. Vous êtes cantonné à cet aspect juridique, alors que c'est vrai que tout l'aspect politique, et j'allais dire même, en faisant attention à ce mot, idéologique, vous échappe en tant que représentante de la Commission. Alors, il est clair que la construction européenne est une construction juridique, mais pas seulement. Mais pas seulement. On a fêté il y a quelques jours les 60 ans de l'Union européenne. Quand on voit ce qu'elle a accompli, il y a eu le droit, bien sûr. On l'oublie d'ailleurs, ce qu'elle a accompli. Je trouve, oui. Un peu. On regarde un exemple. 70 ans de paix. Si on compare les 60 ans passés aux 60 ans qui ont précédé, il y a quand même une certaine différence. On peut faire la paix sur l'Union européenne. On peut faire la paix, oui. Même les hommes ne sont pas faits pour se faire la guerre. Autre exemple. Mais enfin, c'est pas si vrai. Quelle a été l'idée des pères fondateurs ? Quand la déclaration Schuman, c'était on imbrique les économies tellement que la guerre soit impossible. On l'a et dit ça aussi en a bien 14, marché. On disait en 14 que les économies étaient tellement imbriquées qu'elles ne pourraient pas se faire la guerre. Je pense qu'il faut plutôt parier sur la volonté des gens de vivre en paix. Il faut tout avoir une structure de... Je suis d'accord, ce n'est pas la seule chose. Il y a un autre sujet, par exemple, la démocratie. Quand on était en 1957, sur les 28 États de l'Union européenne, simplement 12 étaient des démocraties. Et pour tous les États de l'Union européenne qui sont rentrés, rentrer dans l'Union, c'était aussi la consécration de la démocratie. Oui, mais c'était vrai pour l'Espagne. Effectivement, la démocratie pour certains pays, on ne va pas les citer, mais on en doute quand même un peu parfois. Il y a du peu mieux faire pour certains. Il y a du peu mieux faire. Clairement, il y a des États avec lesquels sur lesquels d'ailleurs on travaille. Il y a des procédures en cours. Mais bon, donc c'est aussi un projet commun, le projet de l'Union européenne. C'est un projet de valeurs. Et c'est vrai qu'on n'en a peut-être pas suffisamment parlé de ces valeurs que nous avons en commun. Et si on regarde le reste du monde, finalement, c'est pas partout. Et puis, en tous les cas, vous y voyez, j'allais dire, le verre à moitié plein dont on parle, c'est vrai, peu dans les médias, ici même sur nos plateaux de télévision et encore moins dans cette campagne présidentielle. Parfois, il faut rappeler aussi ce qui marche. Et vous l'avez fait, Jean Bizet, là je le dis encore, c'est un moment crucial pour la France dans l'Europe, avec notre campagne présidentielle. Votre candidat, justement, a insisté, François Fillon, sur l'importance de la France dans l'Europe. D'autres aussi, ça va se jouer aussi dans quelques semaines pour nous. Dans quelques semaines, c'est vrai que nous manquons de leaders. Et moi, je trouve qu'on est vraiment très critique à l'adresse de l'Union, parce que je suis d'accord avec vous, madame. C'est vrai qu'elle a fait beaucoup de choses. Mais ça ne se voit pas toujours. Et les peuples... à qui ? Pourquoi ça ne se voit pas ? Qui n'a pas su mettre en avant ses points forts ? Les peuples aujourd'hui sont sévères. Je dirais, sans vouloir être provocateur, que par moments, nous ne sommes plus tellement en démocratie. Nous sommes en ochlocratie. C'est doklos, le grec, l'émotion des foules, les foules. Nous sommes dans l'émotion des foules. Et je crois nous avons besoin véritablement d'un homme ou d'une femme et d'un tandem franco-allemand qui n'existe plus depuis pratiquement 5 ans. Je m'étonne, depuis tout à l'heure, vous dites qu'on manque de leader, mais je suppose que vous soutenez votre candidat. Je soutiens mon candidat. Vous estimez que c'est un leader... Oui, mais le problème, c'est qu'il n'est pas audible avant qu'il ne soit élu, si vous voulez. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on est un petit peu dans une cacophonie. Pour parler et j'attends avec impatience, précisément, qu'il puisse prendre la tête de ce pays. Voilà, enfin on verra si ce sera le cas. Lui ou d'autres candidats, on pourra leur parler du rôle de la France dans l'Europe et du projet présidentiel du prochain ou de la prochaine candidate. Merci pour ce débat et cette analyse. La suite de votre émission et cette question à présent. Quelles conséquences, après le soutien de Manuel Valls à Emmanuel Macron, l'ancien Premier ministre votera pour le candidat d'En Marche, quitte à contribuer à l'explosion du Parti socialiste? Alors jusqu'où ira la recomposition du paysage politique français, notamment à gauche? Sur ce sujet, le match des idées opposera dans quelques instants l'historien et démographe Hervé Lebras à Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. A tout de suite.
Depuis plusieurs années, la Birmanie a laissé peu à peu la démocratie s'installer dans le pays, avec les victoires successives du parti d'Aung San Suu Kyi. Ce changement politique a vu l'apparition d'Internet et des réseaux sociaux. Une révolution pour toute une génération de jeunes Birmans. Les dessous de la mondialisation, demain à 16h30 sur Public Sénat. Présumé coupable ou présumé innocent, la justice française est-elle toujours respectueuse de ses principes? Comment expliquer l'inflation de la détention provisoire qui représente aujourd'hui près de 30% de la population carcérale? Existe-t-il des alternatives? D'Outreau à Patrick Dils, la justice a-t-elle tiré les leçons des scandales passés? On en débat à la suite du documentaire Présumé coupable dans un monde en doc. Un monde en doc, samedi à 22h sur Public Sénat. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour votre nouvelle édition. Présidentielle 360, c'est votre rendez-vous du lundi au vendredi pour suivre l'actualité politique. Autour de Delphine Girard, journalistes et invités viennent analyser et débattre des grands sujets entourant l'élection présidentielle. Présidentielle 360, du lundi au vendredi à 18h sur Public Sénat. Et bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en direct pour votre émission On va plus loin et pour évoquer à présent les conséquences du choix de Manuel Valls. L'ancien Premier ministre votera donc pour Emmanuel Macron, quitte à contribuer à l'explosion du PS. Alors le camp de Benoît Hamon fulmine et parle de sabotage. Il propose l'union avec Jean-Luc Mélenchon qui lui a dit non ce soir. Et plus largement du côté d'Emmanuel Macron, où en est la promesse de renouvellement? Eh bien on va en parler avec nos invités ce soir. Hervé Lebras, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, démographe, chercheur émérite à l'Institut national d'études démographiques. Nous accompagne également ce soir Alexandre Malafaye, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président fondateur du think tank Sinopia. Messieurs, on va d'abord écouter, c'était ce matin, les propos de Manuel Valls sur son soutien à Emmanuel Macron. Est-ce que vous voterez pour Emmanuel Macron? Oui, parce que je pense qu'il ne faut prendre aucun risque pour la République. Et donc, je voterai pour Emmanuel Macron, parce qu'il y a d'abord un risque de victoire du Front National. Je suis convaincu, malheureusement, que le Front National est beaucoup plus haut de ce que nous disent les sondages. Donc ça y est, c'est officiel, Manuel Valls vous soutient. Votre réaction, Emmanuel Macron, c'est une satisfaction? Je pense que c'est un soutien... D'abord, je l'en remercie. Je pense que ça traduit ce que j'avais indiqué il y a plusieurs mois, c'est-à-dire que les primaires n'étaient pas en situation de regrouper l'ensemble de la gauche, et cela traduit le fait que les sociodémocrates et les femmes et les hommes de gauche responsables sont prêts à s'inscrire dans une démarche qui est la mienne. Alors, depuis l'annonce de Manuel Valls ce matin, Hervé Lebras, les critiques, les noms d'oiseaux, même les insultes ont fusé, ont volé à l'encontre de Manuel Valls. Dans ce choix, il y a une confrontation, selon vous, entre le respect de ses convictions et le respect de son parti. Il a choisi. Oui, enfin, je pense que depuis quelques semaines, on voit quand même une sorte de bal des menteurs, c'est-à-dire que on voit quand même des hommes politiques qui font des déclarations et puis qui presque aussitôt après se dédisent. Donc, quelles que soient les raisons qu'ils donnent, c'est quand même pas très bon pour la politique. Que ça soit à droite, où on dit si jamais je suis mis en examen, je ne me présente plus, et puis ensuite on se renie, qu'on se soit à gauche avec Valls qui signe un protocole. Bon, je comprends bien ces raisons, et je comprends bien aussi ce qu'il y a derrière, on en parlera sans doute, qui est lié, à vrai dire, à la question des législatives. C'est ça qui est par derrière, bien sûr, c'est pas du tout la présidentielle. Plus de ça, je suis un peu frappé de la faiblesse des arguments de Valls. Alors, d'un côté, il nous dit, on voit que Hamon est bas dans les sondages, donc il croit aux sondages. Puis d'un autre côté, il nous dit « mais les sondages ne représentent pas le vote du Front National, donc il n'y croit pas ». Donc là-dedans, c'est quand même une sorte de comédie et d'hypocrisie. Comédie, hypocrisie, Alexandre Malafaye. Regardez, on va regarder la une de Libération demain avec la photo de Manuel Valls et ce titre, Monsieur déloyal. Alors qu'avant, souvenez-vous, on parlait de Manuel Valls par rapport à François Hollande comme Monsieur loyal. Est-ce que c'est pas un peu exagéré, Monsieur déloyal? C'est-à-dire que si on regarde la politique française en perspective, on se rend compte quand même que ça fait globalement 30 ans que les hommes politiques nous disent
un certain nombre de vérités sur lesquelles ils reviennent très rapidement après, au moment où ça les chante. Voilà. Pas aussi rapidement que là, ils ont été très parce qu'on est dans un phénomène d'accélération de tout, puis que cette campagne est un peu folle. Mais finalement, le choix de Manuel Valls, à mon avis, est un choix qui est très cohérent. Emmanuel Macron a finalement réussi la politique du coucou. C'est-à-dire que, globalement, le positionnement sur lequel il se niche aujourd'hui, il s'ancre aujourd'hui, c'est ce qu'a essayé de faire naître François Hollande et Manuel Valls depuis 3 ans, cette espèce de social-démocratie à la française. Et Manuel Valls, alors qu'il fait partie peut-être des scénarios secrets de François Hollande, a réussi ce coup extraordinaire en 1 an, sans parti, avec des moyens et avec le numérique à s'installer. Macron, excusez-moi, a réussi à s'installer. Et donc, il est là. Et aujourd'hui, ce que fait Manuel Valls, c'est de lui dire, finalement, t'es le chef, ben, tu assumes. Voilà, et on te suit. Mais maintenant, il faut que tu assumes. Ça veut dire que ça revient à votre problématique de sujet. L'héritage, il est aussi pour toi. Alors, tu veux peut-être le rejeter, mais tu ne pourras pas rejeter, en tout cas, ceux qui étaient sur le bateau, puisque globalement, c'est notre positionnement, tu occupes notre place. Eh oui, donc c'est un petit peu un cadeau empoisonné, pas le baiser de la mort, mais un petit peu un cadeau empoisonné. Peut-être, on va l'analyser ça, mais je note ce que vous avez dit. Emmanuel Macron, est-ce qu'il n'a pas réussi finalement le pari de Manuel Valls, cette maison des progressistes? Et ben, Emmanuel Macron, il lui a pris les clés, la maison, les fondations et tous ceux qui vont y habiter. Pas simplement le pari de Manuel Valls, celui de Hollande, vous avez raison, mais celui surtout de Bayrou. Et c'est au fond qui a montré la voie à Manuel Valls, c'est Bayrou. Et Bayrou, je trouve, l'a fait de façon plus correcte. En fait, Manuel Valls en est à ses tout débuts, puisque Bayrou avait dit qu'il voterait personnellement au second tour pour François Hollande, et puis 5 ans après, il vient du côté de Macron. Donc peut-être que Manuel Valls devra attendre 5 ans après avoir voté pour Macron pour retourner dans la politique. La question qui revient souvent autour d'Emmanuel Macron, Alexandre Malafaille, et qui se pose avec encore plus d'acuité aujourd'hui, c'est comment, pour le candidat d'En Marche, ne pas apparaître comme l'héritier, tout simplement, de François Hollande. Je pense qu'il ne peut pas y échapper. Je crois que c'est vraiment le message implicite qui lui est envoyé par tout le monde. On n'échappe pas ni à son destin, ni à cette logique, finalement, d'avoir à endosser ce qu'il est obligé d'assumer, même involontairement. Et je pense, en ce sens, c'est là tout le génie tacticien de François Hollande qui, quand même, a créé les conditions pour que quelqu'un lui succède, et quelqu'un qui lui convient bien, à défaut de lui-même, puisqu'il a dû penser quand même longuement à y aller, mais il a créé les conditions pour que d'autres scénarios se dessinent, et celui-là se dessine très bien. Je pense que Manuel Valls vient rajouter à cette confusion, mais qui n'est qu'à mon avis qu'une suite logique, et Emmanuel Macron se retrouve en situation d'héritier, et il a été, je crois, malgré lui, manipulé de ce point de vue-là. Je pense que vraiment, si François Hollande avait voulu empêcher Manuel Valls de faire ce qu'il a fait en tant que président de la République, il avait des moyens considérables. Il aurait pu ne pas laisser faire. Or, il l'a laissé faire. Je peux dire, il n'aurait pas pu le bloquer définitivement, mais il aurait pu véritablement s'y prendre autrement. Or, il l'a laissé faire, comme il a souvent fait, lancer des lignes, et puis celle-là, elle a très très bien fonctionné. Oui, enfin, sa créature lui a échappé. Et bon, il se trouve que je connais un petit peu Emmanuel Macron pour avoir été dans la commission Attali, donc j'ai vu Emmanuel Macron à l'œuvre. Et il est extrêmement indépendant de ses patrons successifs. Il a déjà eu un certain nombre de patrons successifs. Il trace sa voie, et je crois qu'il y a quand même une grosse différence par rapport à l'idée d'héritage. C'est que jusqu'ici, les héritiers, eh bien, d'abord, ils faisaient leur classe. Hein. Ils étaient dans le parti, puis ils montaient dans le parti, et puis ils devenaient des héritiers. Là, justement, il y a quelque chose qui est quand même tout à fait nouveau avec Macron, c'est qu'il n'a jamais été dans le parti. Il surgit. Pardonnez-moi, mais vous croyez sincèrement au scénario du Hollande et Macron ne se parlent pas? Enfin, non, quand Bernard Poignant, qui était quand même le conseiller politique du président de la République, qui avait son petit bureau au dernier étage de l'Élysée, qui était quand même proche de François Hollande, se retrouve aujourd'hui parmi les intimes d'Emmanuel Macron. Je vous dis, moi, je suis persuadé que depuis le départ, il y a une forme d'entente plus ou moins tacite, et que la nuit, ils s'envoient des SMS. Voilà, c'est ma conviction. Non, mais c'est des gens de bonne compagnie. Donc, ils se parlent, mais ils se parlent de la même manière qu'un certain nombre de hollandistes parlaient à Sarkozy. Il y a des faits. Comment est-ce que, selon vous, Emmanuel Macron est en train de gérer ses soutiens ou ses ralliements, appelons-le comme là, soutien pour Manuel Valls, ralliement pour d'autres. Comment faire en sorte que le bateau du candidat d'En Marche ne penche pas trop à gauche? Oui, c'est un peu le cas en ce moment. C'est son problème avec l'arrivée. Il a souhaité Le Drian, c'est certain, parce que c'est pas simplement la figure de Le Drian, mais ça lui amène
la Bretagne, qui est une région qui a voté derrière le régalien. Le régalien. Donc là, mais maintenant, bien entendu, il faut qu'il arrive à l'équilibre. En même temps, et je crois que maintenant, Macron s'est projeté sur les législatives. D'ailleurs... déjà, il a gagné alors? Non, quand on regarde actuellement l'avance qu'il a dans les sondages sur Fillon, c'est une avance de l'ordre de 8 points. Le Monde a publié un ensemble de données sur quels étaient les sondages 3 semaines avant pour toutes les présidentielles depuis 1965. On voit que jamais un écart de 8 points n'a été comblé. Oui, si on en croit les sondages. On a connu ça pendant les primaires. Oui, mais là c'est un test, c'est une vérification. C'est-à-dire, c'est quand même sur 7 ou 8 élections présidentielles, ça a marché. Donc, bien sûr, il peut y avoir un accident de parcours. Je ne l'exclus absolument pas. On en a eu beaucoup depuis le début de cette campagne. Mais quelque part, la logique de Macron actuellement, c'est la question de la majorité présidentielle. Après le second tour. Il est sûr, s'il passe le premier tour, là, les sondages sont vraiment très stables. Il y a des tas de données qui montrent que Marine Le Pen n'a pas ses chances contre lui. Mais ensuite, le problème, c'est de gouverner. Et le problème, c'est de gouverner. Et c'est là que Valls peut être intéressant, parce que quand on voit par exemple ce qui est arrivé à Giscard d'Estaing en 1974, c'est un tout petit parti, les Républicains indépendants. Et arrivé ensuite à la législative, il faut reprendre langue avec les gaullistes, il faut leur laisser des places, il faut composer. Je pense que c'est beaucoup plus volatile que ça. Je pense qu'on est dans une période où, pour le coup, l'électorat est quand même assez perdu. Moi, j'en veux pour preuve le sondage qu'on a commandé à l'IFOP sur le vote blanc, où on a quand même 40% des Français qui aujourd'hui expriment leur volonté de voter blanc, si le vote blanc était vraiment utile. C'est ce vote blanc. C'est une expression citoyenne, selon vous, pour dire je ne choisis aucun candidat? Oui, c'est une manière de dire Pierre-Paul Jacques ne me convient pas et je renvoie dos à dos candidat et programme, avec la volonté à un moment donné de passer à quelque chose qui challenge un peu plus la classe politique, pour dire on attend des projets, des programmes plus sérieux, on veut dépasser cette démagogie électorale qui quand même nous amène depuis 30 ans là où nous sommes aujourd'hui. Attendez, je termine. Mais pour en revenir à ce vote blanc, c'est certain que c'est une arme démocratique. Mais il faut regarder le chiffre, 40%. Donc ça renvoie un message extrêmement fort à la classe politique. Et donc ça doit nous interpeller, bien sûr, avec le chiffre de l'abstention dont on a vu en début de semaine qu'il était aussi très important. Qu'est-ce qui va sortir des urnes? Si on a 80% de participation, on peut faire des modèles. Si on a 70%, on ne fait plus les mêmes modèles. Regardez aux États-Unis, Donald Trump n'était absolument pas donné gagnant 15 jours à l'avance. Et puis finalement, il a gagné. Non mais attendez, leur système, c'est leur système. La réalité est là. Je crois qu'on peut modéliser rien aujourd'hui. Ça va se jouer entre 20 et 25%, et qu'on n'est pas du tout surpris, serait pas surpris qu'il n'y ait pas un accident de parcours en cours de route. Regardez les premiers départs. Aujourd'hui, vous avez le général Bertrand Soublé, qui avait apporté son soutien à Emmanuel Macron, et qui a fait savoir que les conditions étaient plus réunies, et qu'il a décidé de se mettre en marge du mouvement, parce qu'il ne s'y retrouve plus. Et je pense que beaucoup de Français vont se retrouver dans cette dynamique de points de repère un peu écartelés, entre des gens très à gauche, des gens au centre, des gens à droite. Cette espèce de grand écart est compliqué à assumer, et je veux dire que du point de vue de l'électorat, il faut se mettre à la place de tous ceux qui n'ont pas très envie de voir la Hollandie recyclée. Or là, elle est clairement en train de se recycler en masse. Et la question d'après, c'est pour ça qu'il n'y répond pas. Et moi, je l'attends là-dessus. Avec qui va-t-il gouverner? Qui seront les hommes et les femmes de pouvoir, Premier ministre, ministres, qui vont se retrouver autour de lui avec les compétences? Moi, il devrait prendre des engagements clairs pour gagner, en disant qui sont mes troupes. Aujourd'hui, on ne sait pas, et je pense que c'est très préoccupant. Donc ça aussi, ça peut jouer contre lui. Alors, sur le point du vote blanc, peut-être qu'il y a comme ça, quand on vous demandait si on veut voter blanc, les gens disent bon, peut-être, ou oui. Mais quand on regarde les résultats de tous les sondages actuellement, ceux qui ne se prononcent pas, c'est moins de 5%. C'est les 95% des personnes indiquent, simplement elles disent on n'est pas complètement sûr d'être, ou on n'est pas sûr que ça soit. Mais elles indiquent un non. Vous pouvez prendre tous les sondages actuellement. Donc moi, le rêve du vote blanc, j'y crois absolument pas. Je suis prêt à prendre des paris là-dessus. Non, mais attendez, je continue. Pardonnez-moi, juste pour le vote blanc. Juste pour le vote blanc. Juste pour vous dire que pour le vote blanc, non, le vote blanc, là, en l'occurrence, les gens ne vont pas voter blanc cette fois-ci. Vous savez pourquoi? Mais oui, mais parce qu'il n'est pas pris en compte. Mais même s'il était pris en compte, je vous garantis, je prendrai tous les paris là-dessus. Et je connais aucun pays au monde où le vote blanc. Le Pérou. Oui, le Pérou, si vous voulez. Peut-être le Pérou. Est-ce qu'on ressemble au Pérou? Disons, aucun pays d'Europe où ça ne se soit passé. Aucun pays développé. On pourrait faire parce que je ne suis pas du tout d'accord avec vous, parce que le vote blanc, c'est l'arme démocratique absolue, c'est la vraie démocratie. C'est peut-être la vraie démocratie, mais
en tout cas, dans les faits, c'est quelque chose qui ne marche pas. En tous les cas, Emmanuel Macron, comme Jean-Luc Mélenchon et d'autres veulent le reconnaître. Oui, bien sûr, ils ne courent aucun risque en le reconnaissant. Ça, alors là, je peux prendre tous les paris qu'on veut sur ce sujet-là. Je vous citerai un pays développé autre. Le Pérou n'est pas un pays développé, il n'appartient pas à l'OCDE. Les démocraties des pays développés ne sont pas des grands exemples aujourd'hui. Des pays comme le Pérou et la France, là, si vous voulez. Et revenons à Emmanuel Macron. La question d'Alexandre Lafayette est intéressante. Avec qui va-t-il gouverner s'il est élu? Non. Alors, avec qui va-t-il gouverner quand il est élu? C'est effectivement, bien sûr, un de ses problèmes. Je dirais que la même question peut se poser pour pratiquement tous les candidats. Avec qui gouvernera Madame Le Pen? Avec qui gouvernera Monsieur Fillon? Étant donné la faible marge qui lui reste actuellement, on est dans la même expectative. Je suis pas sûr que ce soit aussi fou pour les autres. Attendez, de toute manière, dans toutes les élections présidentielles précédentes, alors je sais que vous allez me dire, mais non, ça va être entièrement différent de ce qui s'est passé autrefois dans les 7 ou 8 ou 9 précédentes élections. Non, moi je pense que, au contraire, il y a une très grande stabilité actuellement du corps électoral français. Quand vous regardez, j'ai comparé les intentions de vote au régional, c'est quand même assez différent, 3 semaines avant, c'est pratiquement le même découpage que maintenant, sauf que, bien entendu, comme il n'y avait pas Macron, il faut mettre la moitié de Macron à gauche et la moitié de Macron à droite, et on tombe à 1% près sur les intentions de vote au moment des régionales. Le corps électoral, il est extrêmement stable. C'est ça. Je crois au contraire qu'il est très volatile et qu'on aura des surprises. Alors là... il y a quand même une volatilité dans l'électorat de certains candidats qui est très importante. Oui, mais la volatilité, elle est une volatilité, je dirais, locale. Par exemple, bien entendu, les électeurs de Hamon sont assez volatiles, mais ils ne sont pas volatiles très largement. C'est-à-dire qu'ils hésitent entre Hamon et puis Macron, et entre Hamon et Mélenchon. Benoît Hamon. Coup dur quand même aujourd'hui pour le candidat socialiste. On va l'écouter et parler après de ce qui est peut-être à l'œuvre. Ça y est, on le voit, les fameuses de gauche irréconciliables. On écoute d'abord Benoît Hamon. Il n'y a plus ni excuse ni prétexte. La gauche, pour gagner, doit se rassembler et j'appelle à ce qu'elle le fasse maintenant. J'appelle désormais tous les électeurs, ceux qui sont engagés dans la lutte contre les injustices. J'appelle les sociaux-démocrates intimement attachés au progrès social et à la démocratie, mais aussi le Parti communiste, les communistes et Pierre Laurent, les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon à réunir leurs forces aux miennes. Alors, la réponse est venue ce soir. Jean-Luc Mélenchon était en meeting et il a dit non. C'était attendu, Alexandre Malafaye. Jean-Luc Mélenchon, il surfe là sur une dynamique, sur un moment vraiment réussi depuis le débat sur TF1, son grand rassemblement. Et puis le croisement des courbes, là, même si on fait attention à ces courbes-là, il y a eu croisement des courbes, c'est inédit. Il s'en sort très bien. Il faut dire que lui aussi, il arrive au bon moment. Il y a quand même une conjonction des planètes dans cette campagne qui permet à des outsiders, finalement, comme Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon, de se retrouver propulsés en avant. Le fait que ce soit Benoît Hamon, le fait que les affaires de François Fillon sont ce qu'elles sont, ça crée quand même des effets d'aubaine pour certains. Voilà. C'est vrai qu'il joue très bien la partie. Il a des projets sur lesquels les Français se retrouvent. L'idée de faire une constituante, de rénover pour le coup vraiment le système, ça parle à beaucoup de Français. La question du vote blanc lui parle. Alors ce qui est quand même intéressant de noter, c'est que dans ce fameux sondage sur le vote blanc qu'on a publié mardi, l'électorat de Jean-Luc Mélenchon est le plus fragile lorsqu'il s'agit de l'opportunité de pouvoir voter blanc. 44% de ses électeurs sont prêts à voter blanc au lieu de voter pour lui si le vote blanc était vraiment reconnu. Donc ça, c'est intéressant. Mais en revanche, pour Benoît Hamon, on se rend compte que pour lui, c'est peut-être finalement là aussi un effet d'aubaine. Parce que je ne suis pas sûr qu'il ait joué cette présidentielle dans une dynamique de la gagner. Il prend rendez-vous avec l'histoire. Le fait d'être en tête de la primaire, c'est une vraie chance pour lui, parce que son nom quand même commence à s'inscrire avec des lettres presque d'or. Et finalement, c'est peut-être une bonne nouvelle, le départ de Manuel Valls pour lui de jouer après la carte du premier secrétaire. Il aurait peut-être voulu réussir le rassemblement. Peut-être qu'aussi on va lui faire porter la responsabilité. Là encore, je pense que c'est la faillite en fait, à la fois des partis et de l'héritage politique de ces 30 dernières années. L'électorat est trop fracturé pour se retrouver aujourd'hui derrière un leader. Non, mais ce qui s'est produit est simple. C'est-à-dire à partir du moment où le Front National fait 28% au régional et au départemental, on ne peut plus avoir ni deux candidats de gauche, ni deux candidats de droite. Donc, il faut faire des primaires. C'est la solution trouvée. C'est Ponce Pilate. C'est Ponce Pilate. C'est la faillite des partis. C'est la logique. C'est quelque chose qui est purement logique. C'est la faillite totale des partis politiques. Mais non, mais laissez-moi parler, développer mon argumentation. Allez-y. Pourquoi
À partir du moment où on fait des primaires, donc on a une première logique qui est le Front National est haut, on entre dans le tripartisme, il faut des primaires. Pour s'en sortir, pour avoir un seul candidat. Mais les primaires sont vicieuses, c'est-à-dire que les primaires favorisent le candidat, je dirais, le plus pur, celui qui est vraiment de droite et celui qui est vraiment de gauche. Et donc, que ça soit Fillon ou que ça soit, au fond, Hamon, c'est dans les deux cas une surprise qui n'en est pas si on dit c'est le plus pur qui passe, c'est celui qui est le moins suspect d'aller ou à son extrême d'un côté ou vers le centre de l'autre. Donc ensuite, on se retrouve avec deux candidats qui eux-mêmes, d'ailleurs, sont surpris. Fillon a été presque aussi surpris que Hamon de sa victoire, il n'était pas vraiment préparé. Et donc, bon, on assiste à ce qu'on assiste actuellement, c'est-à-dire n'étant pas préparé, ils avaient certains des affaires qui traînaient, d'autres c'était quand même très nébuleux et imprécis comme Hamon, à la limite son histoire de ses sympathiques, son revenu permanent mais universel. Aux primaires, système des primaires. Je crois qu'elles sont condamnées les primaires parce que la façon dont, par exemple, la façon dont Valls s'est comporté, ça laisse peu de chance à une primaire de gauche suivante. Là, à partir du moment où on peut se dédire quelques semaines avant. Il faut souhaiter qu'on retrouve des processus politiques plus sérieux, plus établis, plus structurants, avec des partis qui soient capables de fabriquer des candidats, de le sélectionner avec un processus pour avoir une sorte de méritocratie, que ce soit comme le meilleur d'entre nous, en tout cas parti par parti, qui se présente. Et puis au passage, de regarder un peu si les candidats n'ont pas quelques cadavres dans leur placard. On a vite déchanté parce que, pardonnez-moi, la primaire, il y a quelques mois, c'était présenté comme la panacée, celle qui allait résoudre le problème de leadership, de division dans le parti. Elle n'a fait, finalement, c'est le poison et pas l'antidote. Oui, parce qu'on a pris l'exemple des États-Unis et la structure. Non, mais c'est une fausse bonne réponse. Le process des primaires aux États-Unis, c'est un process très ancien qui trouve son histoire et qui s'inscrit bien dans l'architecture du fonctionnement politique américain. Nous, je dis vraiment, quand je dis Ponce Pilate, c'est quoi? Ça veut dire qu'on est face à un système politique qui n'arrive plus à s'en sortir, où il y a des égos incroyables en compétition dans chacune des formations politiques, ils sont plus capables de s'entendre sur le fond, sont plus capables de s'entendre sur une capacité à porter un projet commun, et donc à un moment donné, ils rendent le pouvoir au peuple pour dire, écoutez, on est 5 ou 6, choisissez le meilleur, et à ce moment-là, c'est celui qui va, à un moment donné, être le plus à même de porter le meilleur projet, ou celui qui est le plus crédible. Donc, François Fillon l'a été. Hors de la primaire, comme pour Jean-Luc Mélenchon. Une question d'un téléspectateur internaute via les réseaux sociaux qui vous demande, Hervé Lebras, c'est Michel Roland, Hamon, vainqueur de la primaire, pourrait-il se désister en faveur de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il y a ce croisement des courbes dans la logique? Logiquement, il avait demandé à Mélenchon de se désister pour la même raison. Donc s'il était logique à nouveau avec lui-même, il le ferait. Ceci dit, comme on le dit souvent, en politique, 1 plus 1 ne font pas 2. C'est-à-dire que s'il se désistait, je pense qu'au moins la moitié de ses troupes irait vers Macron ou vers l'abstention. Donc Mélenchon n'aurait pas... Parce qu'il y a quand même des points... sur l'Europe, il y a des points même, sur l'Europe, il y a un désaccord absolument flagrant. Mais imaginons qu'il le fasse au dernier moment, le 1 plus 1 ferait presque 2. C'est-à-dire que le temps jouerait contre une formule de ralliement, mais si c'était joué de manière tactique au dernier moment, ça pourrait tellement perturber l'électorat qu'il se retrouverait... Puis les électeurs de la primaire socialiste, vraiment là, ils auront de... Oui, mais là, les fameux hésitants ou les fameux amateurs de vote blanc risqueraient de ne pas voter du tout et de s'abstenir dans un cas comme ça, je crois, parce que face à une situation qui ne saurait pas gérer dans les derniers... C'est pour ça qu'il faudrait que le vote blanc soit vraiment reconnu, comme ça les électeurs pourraient, le cas échéant, envoyer tout le monde au dernier moment, revenez nous voir dans 3 mois avec d'autres programmes et d'autres candidats. Non, au cas où au dernier moment l'un se désiste... Aussi des questions, Hervé Lebras, sur l'avenir du Parti socialiste. Est-ce qu'on peut dire, dès ce soir, vous dit Henri Mattei, qu'il est mort, ça y est? Acte de décès ce soir du Parti socialiste. Oui, mais vous savez, les partis comme le Parti socialiste sont des phénix, c'est-à-dire ils renaissent assez facilement de leurs cendres, parce qu'on a quand même vu un monsieur Defer en 1973 obtenir 5% des voix. Et on a, quelques années plus tard, vu un monsieur Mitterrand faire Épinay. Donc oui, il va passer par une mauvaise passe, mais je ne vois pas de possibilité pour l'extrême gauche de concurrencer vraiment la gauche. Et il reste une opinion de gauche profonde en France. Si vous voulez, actuellement, au fond, on a un spectacle assez curieux. C'est que, comme je vous l'ai dit, l'opinion a assez peu bougé. Elle est assez polarisée. Mais le haut a bougé. Ou pour reprendre la formule de Mao, le poisson pourrit par la tête. Et donc, ce qui est un peu en train de se produire. Mais on va se retrouver, au bout d'un certain temps, toujours avec cette sorte de bipartition de l'électorat. Et donc, une forme de
Parti socialiste ressurgira, il portera peut-être un autre nom, mais ça sera un parti de gauche. En tous les cas, ce qui est frappant, Alexandre Malafaille, et vous qui réfléchissez à cela, j'imagine, à l'avenir de ces structures dans votre think tank, c'est les deux partis, c'est l'état de santé, le diagnostic qu'on peut faire des deux grands partis qui ont structuré, qui structurent quand même encore notre vie politique. La droite, les Républicains et puis le Parti socialiste. Est-ce qu'on pourrait dire, peut-être pas de grands cadavres à la renverse, c'est pas le cas, mais en tous les cas, avec quand même quelques maladies, quelques... Oui, ils sont très malades. Mais ce qui est surtout très malade, c'est certainement, de notre point de vue, ce sont nos institutions qui sont devenues, avec le temps, plus tellement adaptées à la manière dont on a besoin d'être gouverné. Le système n'est pas très efficace. Et cette manque d'efficacité ou d'efficience et cette capacité, finalement, à user le lien démocratique avec les Français rend le modèle très, très, très perfectible. En tout cas, il y a une attente de rénovation de la vie politique française. Ça, je crois qu'elle est réelle. Il faut vraiment recréer le lien démocratique. Et puis, ces partis politiques, en fait, depuis 30 ans, ils ont quand même, pour l'essentiel, même avec des gens comme Emmanuel Macron, c'est on prend à peu près les mêmes et on recommence à chaque fois. Et le modèle est terrible parce qu'il n'est pas vertueux. C'est-à-dire que vous gagnez une élection, vous avez essentiellement du mal à mettre en œuvre vos propositions parce que le pays est quand même assez bloqué, qu'il y a des inerties incroyables et que finalement votre programme est en partie rejeté et au bout du compte, vous perdez les élections 5 ans plus tard. Vous allez vous recycler pendant un certain temps dans l'opposition, puis finalement l'opposition aura les mêmes problèmes que vous au pouvoir et puis vous allez revenir et on reprend les mêmes et ainsi de suite. Donc je pense que si vous voulez, cette espèce de mort des partis, c'est surtout la mort d'une certaine classe politique. Donc tout change pour que rien ne change. Exactement, et c'est ce qui fait peur aux Français avec Emmanuel Macron. Nous verrons à l'épreuve des faits avec ce scrutin. Oui, non, mais c'est aussi... on a l'une des classes, je crois même la classe politique européenne la plus âgée et celle qui a la plus longue durée de mandat. Donc clairement, il y a une mesure qui aura le courage de la prendre, c'est de limiter les mandats non pas en nombre, mais en durée. Oui, nous militons pour 2 mandats et pas plus. Peut-être même un d'ailleurs. Pour le président, oui, un pour le président. Ah oui, c'est sûr, septennat et un mandat pour le président. Merci en tous les cas, messieurs, pour cette analyse d'un contexte extrêmement mouvant et incertain. La suite de votre émission dans quelques instants, c'est la revue de presse et puis l'entretien autour d'un livre remarqué intitulé « Marine est au courant de tout ». Mais d'abord, le tour d'horizon d'actualité du jour. Ils ont finalement trouvé un compromis. Après 4 séances de négociation, les partenaires sociaux ont trouvé un accord sur l'assurance chômage. Il doit permettre des économies de 1,2 milliard d'euros, alors que le régime perd 4 millions d'euros par an. Le principal point d'achoppement portait sur les contrats courts. Le patronat a obtenu la fin de leur surtaxation. À 3 semaines ou 4 semaines d'une élection majeure, en disant on ne sait pas signer un accord, c'est, je dirais, ouvrir une boîte de Pandore, qu'on ne voulait pas ouvrir, ni côté patronat, ni côté syndical. Donc en fait, on a réussi à trouver cet accord, et j'insiste, sans augmenter les contrats courts, les cotisations sur les contrats courts. Seuls les contrats courts d'usage continueront d'être surtaxés pendant 18 mois, un point qui divise le MEDEF, dont plusieurs membres ont démissionné. À gauche... François Patriat quitte officiellement le Parti socialiste. Le sénateur de Côte d'Or a annoncé aujourd'hui vouloir se consacrer entièrement au mouvement En Marche. C'est l'un des premiers socialistes à avoir rallié la candidature d'Emmanuel Macron. Menacé d'exclusion par Solferino, François Patriat s'était mis en marge du PS depuis début mars. Débat. Le CSA s'inquiète de la date choisie pour le dernier débat avant le premier tour de la présidentielle. France Télévisions a prévu d'inviter en plateau les 11 candidats le 20 avril, soit 3 jours avant le vote. Une date trop proche de l'élection, juge le CSA. Sa préoccupation est partagée par les proches de François Fillon, ainsi qu'Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la France insoumise a annoncé qu'il ne participerait pas au débat. Le CSA propose d'ouvrir un dialogue entre les chaînes et les candidats. Impôts. Les sénateurs veulent encadrer la fiscalité de l'économie collaborative. Pour certains, les plateformes comme Airbnb ou Le Bon Coin permettent de gagner un complément de salaire. Mais pour d'autres, il s'agit d'une activité à part entière. La Commission des finances a donc rédigé une proposition de loi.
Elle vise à fixer un plafond au-delà duquel les revenus issus de ces plateformes seraient imposés. On a considéré qu'en dessous de 3 000 euros, on était dans ce qu'on appelle plutôt le partage, le remboursement de frais. Au-delà de 3 000 euros, ça devient une part importante du revenu, c'est après la moitié du RSA. Et donc il nous paraît normal que dans ce cas-là, il y ait des impôts normalement comme toute activité. Grève. La grève générale illimitée se poursuit en Guyane. Mais au 3e jour de la mobilisation, une partie de l'activité économique a pu reprendre aujourd'hui. Au lendemain de la plus grande manifestation qu'ait connue la Guyane, les grévistes se disent déterminés à aller jusqu'au bout. Ils continuent de se relayer nuit et jour sur les barrages routiers. Les ministres Erika Barretch et Matthias Fekl sont attendus sur place ce soir pour mener les négociations. Et c'est l'heure à présent de votre revue de presse. On va découvrir les unes de vos quotidiens. On vous l'a montré tout à l'heure. Libération, la voici de nouveau. Monsieur est déloyal avec cette photographie de Manuel Valls après son soutien apporté ce matin à Emmanuel Macron. La croix à présent, et c'est l'une des conséquences, en tous les cas, l'une des questions qui se posent à présent. La fin d'un parti avec en fond la rose, donc la fin d'un parti socialiste. En annonçant qu'il votera pour Emmanuel Macron, Manuel Valls accélère la recomposition du paysage politique. Même thème à la une du Figaro. Valls rallie Macron et plonge le PS dans le chaos. Manuel Valls, Emmanuel Macron et Benoît Hamon. Le choix de l'ancien Premier ministre a provoqué un tollé chez les partisans de Benoît Hamon. C'était le cas notamment de Martine Aubry. Le Télégramme à présent. Autre thème à droite, nous sommes au bord du précipice. Interview accordée au Télégramme par le candidat Les Républicains avec j'allais dire cette phrase mise en exergue, il faut dire la vérité aux Français. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est l'entretien pour aller plus loin ce soir. Et mon invité ce soir est journaliste au service investigation à Marianne. Il co-signe un livre enquête sur le Front National intitulé Marine est au courant de tout chez Flammarion. Mathias Destal, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Alors on va parler évidemment en détail de votre livre, mais d'abord je voudrais vous faire réagir à ce foisonnement de livres en ce moment pour démontrer justement des systèmes ou supposés systèmes. Il y a ce que vous dénoncez, vous, autour du Front National, on va en parler, et de sa présidente. Il y a aussi tout autre chose dans le livre Bienvenue, place Beauvau. Est-ce qu'il y a en ce moment, avec toutes ces enquêtes, une accélération avant la ligne d'arrivée, avant le scrutin présidentiel, pour tenter de mettre à jour d'éventuels systèmes ou de supposées pratiques? Il semblerait en tout cas effectivement qu'il y ait un besoin de transparence de la part de nos concitoyens, et nous, journalistes d'investigation et les journalistes plus largement, on essaie de répondre à ce besoin et effectivement, on cherche, on creuse, on enquête, on investigue, et il s'avère que oui, on a envie de savoir un peu plus sur où va notre argent, l'argent public, comment est géré le pays, comment sont gérés les partis politiques, le degré de probité des candidats. Donc effectivement, il y a un foisonnement d'enquêtes et de livres qui répond selon vous à une exigence démocratique avant le scrutin. Absolument. Et qu'est-ce que vous répondez, Mathias Destal, à ceux qui peuvent s'étonner, alors ceux qui sont peut-être qui votent pour Marine Le Pen ou pour François Fillon, qui peuvent s'étonner qu'il n'y ait pas de telles enquêtes, ou peut-être moins, selon eux, sur d'autres candidats, et qui y voient pour leur candidate ou d'autres une forme d'acharnement? Je ne sais pas, François Fillon ou Marine Le Pen sont dans le paysage politique depuis des années. Ils ont eu l'un et l'autre un certain nombre de mandats électoraux. Ils appartiennent à la vie publique et vie politique depuis très longtemps. Donc les autres candidats, si c'est, pour ne pas le citer, Emmanuel Macron, je ne sais pas quoi dire d'autre qu'il est tout jeune en fait. Il y a peu de choses qui ont l'air d'apparaître sur ce personnage. Et puis quand il y a des débuts de polémique ou des enquêtes, les gens creusent. S'il devait y avoir des choses à sortir, et elles sortiront. En tous les cas, il y a matière pour Marine Le Pen, dites-vous, et sa présidente. Dans votre livre, c'est le titre, hein, vous dites « Marine est au courant de tout ». D'abord, de quoi est-elle au courant ?
Elle est au courant de tout. Elle est au courant du système, du fonctionnement de son parti politique, de l'appareil du Front National. Elle est au courant de toutes les affaires qui aujourd'hui qui entourent le parti, les proches de Marine Le Pen, parfois même des cadres importants tels que Valrand de Saint-Just, le trésorier du Front National. Elle est au courant des problèmes qui ont lieu au Parlement européen, les soupçons d'emploi fictif. Elle sait pertinemment de quoi il s'agit parce qu'elle est présente à des réunions à huis clos, elle est en copie d'un certain nombre de mails d'alerte envoyés par notamment son directeur de cabinet aux élus qui s'affolent de voir la justice et le Parlement européen s'intéresser à leur cas. Elle est au courant aussi de la manière dont se finance son parti. Et enfin, elle est au courant du passé et des activités d'un cercle d'hommes autour d'elle, ses amis très proches, qui sont aussi ses prestataires, et dont elle parle trop peu. Alors on va prendre les chapitres les uns après les autres, parce que dans votre livre, vous dites qu'elle est au courant, et notamment, comment on peut les qualifier, de ficelles, en tous les cas financières, mais d'un système peut-être, mais qui n'est pas, je veux dire, qui ne porte pas sur des soupçons d'enrichissement personnel. Est-ce que ça, déjà, c'est mis de côté? Ça n'a peut-être rien à voir avec, dans ce cas-là, l'affaire ou le spectre de l'affaire Fillon. On n'a pas trouvé d'enrichissement personnel. En tout cas, on a trouvé un système, des ficelles, comme vous dites, un fonctionnement pour ramener un maximum d'argent, alimenter en argent public au maximum le Front National. Un système qui est hérité d'ailleurs de son père, qui avait mis en place un micro-parti qui s'appelle Cotelec. Ah oui, exact, oui. Voilà, il est pionnier en la matière. On appelle ça micro-parti, mais c'est un parti politique, comme il y en a 400 en France. Et sa fille l'a copié dans ce modèle de financement, en fait, en créant elle-même son micro-parti en 2010, Jeanne, qui lui permet de financer en partie les campagnes du Front National et alimenter les caisses du Front National. Vous le dites, voilà, ça alimente les caisses. C'est un système qui est coûteux, qui est presque à la limite, mais qui ne semble pas illégal. Est-ce qu'on est à la limite, justement, entre la légalité? Parce que dans ce cas-là, on pourrait se dire, les campagnes du Front National, là je parle du financement, elles font l'objet d'enquêtes presque à chaque scrutin. Est-ce que c'est le cas? Alors pourquoi elle n'a pas été prise la main dans le sac? Parce que ça reste légal malgré tout. Ça reste légal. Elle est sur un fil. Elle joue sur un fil. Elle sait très bien comment fonctionne le code électoral et le financement de la vie publique et des partis politiques. Effectivement, les juges, en tout cas, cherchent à savoir s'il n'y a pas des surfacturations, des taux, il faudrait tout réexpliquer, mais si vous voulez, Marine Le Pen, en créant son micro-parti Jeanne, finance les campagnes en prêtant de l'argent aux candidats. Cet argent, il y a un taux d'intérêt de 6%, donc elle sera remboursée par l'État à la suite des élections. Et ces prêts permettent d'acheter des kits de campagne. Donc on en a déjà beaucoup entendu parler normalement de ces kits de campagne, qui sont en fait un package produit par une société de communication qui s'appelle Riwal, donc tenue par un de ses amis, Frédéric Chatillon, qui offre clé en main toute la propagande de campagne. Voilà. Bon, c'est un peu compliqué, mais à la fin, c'est des millions d'euros qui reviennent dans les caisses du parti, remboursés par l'État. Avec des enquêtes longues sur cela, compliquées, mais un agenda judiciaire qui ne va pas venir la perturber là d'ici quelques semaines, en tous les cas pas avant le scrutin présidentiel. Non, de fait, puisqu'elle ne s'est pas rendue à la convocation des juges là très récemment, ce qui lui permet, mais ça là on est dans le cadre des soupçons au Parlement européen d'emploi fictif. Elle était convoquée chez les juges en vue d'une mise en examen, donc un peu à la manière de ce qui est arrivé à François Fillon. Elle a sa différence, elle ne s'est pas présentée devant les juges, donc elle n'est pas mise en examen. Et les juges n'ont pas apparemment l'intention de faire lever son immunité parlementaire. Ils pourraient le faire, ils n'ont pas estimé apparemment de le faire pour le moment. Comment vous expliquez, Mathias Destal, que ces éléments que vous décrivez dans ce livre, c'est vrai qu'ils révèlent un système pas forcément illégal, ça c'est à la justice de se prononcer, c'est pas à nous, mais comment vous expliquez que ça ne trouble pas son électorat, que tout glisse sur elle?
C'est la grande question. Alors, est-ce que c'est l'accumulation des affaires? Est-ce que c'est la question qu'on s'est posée avec Marine Turki tout au long de l'enquête. Et puis, en sortant le livre, on se demandait est-ce que ça aura un impact. Impossible pour nous de savoir si ça a réellement en fait un impact sur son électorat. D'ailleurs, c'est difficile à savoir. Au moins, les gens savent un petit peu d'où elle vient, s'ils lisent le livre, d'où elle vient, qui sont les gens qui l'entourent, comment elle fonctionne, comment elle se finance. C'est intéressant sur l'équipe qui l'entoure. Vous mettez en lumière les hommes et les femmes autour de Marine Le Pen et vous rappelez leur engagement auparavant, pour certains vraiment trouble et au-delà. Mais que savez-vous de leur engagement aujourd'hui? Alors c'est vrai, peut-être que certains ont renié, mais que c'est toujours, selon vous aussi, j'allais dire, ce n'est pas bien de les avoir aux côtés de Marine Le Pen, mais est-ce que tous ont le même engagement que dans leur passé, etc., autour d'elle aujourd'hui? Alors, en fait, déjà, on parle d'un petit groupe de gens composé de Frédéric Chatillon, dont on parlait précédemment, qui est le dirigeant d'une société Riwal, Axel Lousteau, qui est son acolyte de toujours, qui est lui trésorier du micro-parti de Marine Le Pen, Jeanne, et d'autres, dont Philippe Pénin, qui est beaucoup plus dans l'ombre, mais qui est un conseiller... que le grand public ne connaît pas, du tout. Mais qu'elle ne met pas en avant. Non, elle ne met pas du tout en avant. C'est l'équipe fantôme, alors? C'est l'équipe fantôme. Nous, on l'a appelée l'équipe bis, l'équipe parallèle ou l'équipe fantôme. Ce sont des gens qui sont autour d'elle depuis 30 ans, ses amis de 30 ans, qu'elle a connus à l'époque de la fac, étudiante, qui l'ont accompagnée tout au long de son ascension dans le parti, et qui sont d'anciens membres du groupe Union Défense, qui est le GUD, un mouvement jeune, étudiant jeune, ultra-radical, violent, qui était à l'origine anticommuniste, qui a été créé après mai 68. Et puis, avec l'arrivée de Frédéric Chatillon à la tête de ce groupe en 92, est devenu plus anti-impérialiste, de fait le mur est tombé, anti-impérialiste côté américain, et donc il y avait un corollaire pour eux, c'était le lobby sioniste, le lobby juif. Justement, quand vous mettez en lumière ces hommes de l'ombre et ces femmes de l'ombre, s'il y a des femmes, on dirait qu'il y a un soupçon d'antisémitisme qui plane sur Marine Le Pen. Or, quand on reprend ses discours, malgré tout, quand on prend toutes ces prises de parole, est-ce que vous trouvez une trace d'antisémitisme dans ces discours? Aucune. Alors, on ne la taxe pas d'antisémite, d'ailleurs, Marine Le Pen. Mais c'est... Si cette équipe-là, on dit juste... le spectre pèse sur eux, dans la question qu'on pose, est-ce que pour la candidate c'est le cas? Apparemment non, quand on lit ses discours. Mais je vous laisse y répondre. Non, effectivement, on ne trouve pas de traces d'antisémitisme ou de critique même de l'État d'Israël dans aucun de ses discours. C'est vrai. Et on n'est pas du tout, on n'affirme pas du tout le contraire. En revanche, on s'intéresse à ces gens-là qui sont très près d'elle, qui sont le financement du Front National, via le micro-parti, via Riwal et les campagnes, qui sont des gens qui ont une influence politique. Frédéric Chatillon l'a accompagnée dans des voyages, a préparé un voyage en Italie pour elle, il est parti en Russie avec elle, en Allemagne, il a cherché des parrainages pour Marine Le Pen en 2012. Et ces gens-là, en revanche, nous, on apporte des preuves. Alors, vous les voyez, et à travers ça, vous dites qu'il n'y a pas... la dédiabolisation n'est pas du tout allée jusqu'au bout, mais pour le grand public, et encore plus pour son noyau dur qui ne les voit pas, justement, il ne les voit pas parce que c'est une équipe, comme vous le dites, bis ou fantôme. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, hier, je ne sais pas si vous avez vu son entretien sur France 2, elle balaye vraiment d'un revers de main, et quand on lui oppose une photographie, etc., elle dit « mais moi, je n'étais pas présente à ces soirées-là ». Les Français, ils vont voter pour une candidate, ils ne vont pas voter pour une équipe. Qu'est-ce qu'on peut lui opposer à ce genre d'argument? On peut lui opposer que, effectivement... Alors déjà, si on reprend hier, elle balaye d'un revers de main, elle ne va jamais sur le fond. La photo lui a été présentée, ce qui était très courageux parce que ça n'arrive que très rarement, même jamais à la télévision. Elle a répondu, mais c'est un salut amical. C'est pas un salut amical c'est différent. Une photo de dos de Axel Lousteau levant le bras droit bien haut montre que c'est pas le cas. Et par ailleurs, non, on peut dire, en fait, on peut juste se poser la question, où seront-ils, ces gens-là, si elle était élue présidente de la République? Et ça, c'est une vraie question. Ils sont, je vous le disais, très influents politiquement et tiennent les finances du parti.
Elle s'est jamais séparée d'eux. Elle n'a jamais d'ailleurs condamné quoi que ce soit, et parce que des éléments, il y en a eu sur leur antisémitisme avéré, des blagues sur Facebook où ils remettent en cause, en tout cas, ils font des allusions à la Shoah, ils rendent hommage à Adolf Hitler sur Facebook. Là, je parle encore le jour de sa mort ou le jour de son suicide. Et vous vous demandez, c'est la question que vous posez avant le scrutin, où seront-ils? Où seront-ils? Est-ce que Axel Lousteau trouvera une place au ministère de l'Intérieur, par exemple? Est-ce que Frédéric Chatillon fera sa communication et gérera les sites internet de l'Élysée et des ministères? Est-ce que Philippe Péninck sera le Claude Guéant de Marine Le Pen? Les adversaires de Marine Le Pen, là je parle politique, ne vont pas sur ce terrain-là? Pourquoi est-ce qu'ils ne la combattent pas sur ce terrain-là? Puisque ce que vous dites et ce que vous rapportez dans ce livre, quand même, c'est assez troublant, grave. D'ailleurs, je vais vous poser la question si elle n'a pas l'intention de porter plainte. On n'a pas eu d'annonce encore pour le moment. Enfin, aux 40 questions qu'on lui a envoyées par mail après moult demandes d'entretien, elle a fini par faire répondre par son directeur de la communication, Alain Vizier, que chacune de nos questions comportait une diffamation. 40 questions, toutes diffamatoires, je ne pense pas. Donc voilà, c'était la seule réponse et on n'a pas eu pour l'instant de plainte Et politiquement, annoncée. alors pourquoi, selon vous, là je pose vraiment la question, moi, au journaliste d'investigation, mais évidemment aussi politique qui regarde cette scène, pourquoi est-ce qu'ils ne se saisissent pas de ces aspects-là, plus obscurs, plus troubles? Peut-être parce que c'est trouble, justement? C'est peut-être trop trouble. Ils ont peut-être envie d'avoir d'autres éléments. Pourtant, on en a apporté. On en a même apporté dans le cadre d'un envoyé spécial, un documentaire qui est sorti un jour après la sortie du livre, avec le témoignage d'un ancien du groupe qui raconte des soirées de l'intérieur de ce groupe de Gudards, on les appelle les Gudards, les membres du GUD, où il célèbre Tonton, c'est Adolf Hitler. Pourquoi les autres, ses adversaires politiques n'y vont pas? Il faut leur poser la question. Peut-être que pour certains, elle a réussi justement cette entreprise de dédiabolisation. En tous les cas, pas pour vous, Mathias Dessalles, et pas pour Marine Turki, qui a également écrit ce livre. Le voici. Marine est au courant de tout. Argent secret, financement, homme de l'ombre, une enquête sur Marine Le Pen aux éditions Flammarion. Et chacun pourra se faire son avis, justement, à moins d'un mois de la présidentielle. Merci d'avoir été notre invité. La suite de votre émission, et tout de suite, ce sont les moments choisis sur notre antenne Public Sénat à découvrir. Est-ce que la présidente de France Télévisions est trop proche d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'elle est à sa solde, comme le dit Marine Le Pen? Elle avait été nommée pour M. Hollande, elle est aujourd'hui en place pour M. Macron. Mais avez-vous des preuves de ça? Est-ce que vous avez des preuves de ça? L'exercice qui était celui de M. Pujadas hier était extrêmement clair. On voit bien la différence de traitement qui existe. Elle saute aux yeux, je veux dire. Et ça pose une vraie difficulté, c'est vrai. Alors Marine n'était pas du tout énervée hier. Elle a simplement rappelé quels étaient les devoirs du service public à notre sens, parce que l'ensemble des Français participent par leurs impôts au service public, y compris de la télévision, et donc un peu de neutralité, de loyauté serait la bienvenue. C'est ici, à Marseille, que s'est ouverte la première école de la deuxième chance. On en compte aujourd'hui 46 en France. La moyenne d'âge des stagiaires ici, c'est à peu près 20 ans. Et les profils, ils sont très variés. Pour en parler, je suis avec Anna Rodriguez, qui est chargée du recrutement. Bonjour Anna. Bonjour Quentin. Qu'est-ce qu'on peut dire du profil de ces stagiaires qui sont reçus ici à l'école de la deuxième chance? Alors ces jeunes gens, comme vous l'avez dit, d'une moyenne d'âge de 20 ans, sont des jeunes qui ont toujours connu l'échec et qui ont intégré l'échec dans leur vie. Le système classique n'a pas fonctionné par manque d'écoute. C'est un public qui a énormément besoin qu'on s'occupe de lui, qu'on l'écoute, et cette capacité que nous avons ensuite à accrocher avec eux, à leur faire confiance, va faire qu'ils nous font confiance. C'est peut-être simplement pour ça que le système précédent a échoué avec eux. Charlotte, vous les comprenez, ces Français qui ne veulent plus voter, qui ont déchiré leur carte d'électeur? Ah oui, je comprends très bien. Moi, ça aurait pu être un des choix pour cette élection présidentielle. Pas forcément déchirer ma carte d'électeur, mais de voter blanc en tout état de cause. Une 6e République sans hommes ni femmes providentielles, c'est possible?
Une nouvelle constitution, sans homme ni femme providentielle bien sûr, une 6e république ou une première démocratie durable ou une seconde commune, à nous ensemble de le décider. Manuel Valls porte une très lourde responsabilité parce que il a été celui qui pendant la deuxième partie du quinquennat de François Hollande a incarné cette fracturation de la gauche qu'il organisait lui-même. C'est finalement la poursuite de cette action qu'il mène aujourd'hui. Je ne pense pas que c'est comme ça que l'on peut battre la droite et l'extrême droite. Manuel Valls, en prenant cette position courageuse, sans rien en attendre, il l'a dit très clairement, simplement en disant qu'il veut travailler, il veut se positionner pour le pays, pour la France. Il est cohérent avec ce qui s'est passé. Il a été le Premier ministre d'un gouvernement qui a été mis en difficulté en permanence pendant plusieurs années, sur presque tous les sujets, par un certain nombre de députés. On ne peut pas lui demander après de s'aligner sur ceux qui ont été les plus difficiles avec qui travailler. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Votre rendez-vous matinal demain, c'est Territoire d'Info. L'invité, ce sera François de Rugy, député écologiste de Loire-Atlantique et soutien d'Emmanuel Macron. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir à 22h pour aller plus loin. Vos débats, décryptages et puis le grand entretien, bien sûr. Belle fin de soirée en notre compagnie.